Voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Au Cameroun, le SDF, principal parti d'opposition, réclame une amnistie générale parmi les conditions de sa participation au grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya. Pendant ce temps, en Tunisie, quelques 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dimanche pour élire leur président. 26 candidats prendront le départ du premier tour. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la course à la présidentielle de 2020 ici aux États-Unis. Les 10 principaux candidats à l'investiture du Parti démocrate se sont affrontés hier à Houston. Bonsoir. Ouvrons ce journal par le Cameroun où le grand dialogue national est sur toutes les lèvres. Le principal parti politique de l'opposition, le SDF, a réclamé ce vendredi une amnistie générale parmi les conditions de sa participation à ces assises convoquées par le président Paul Biya pour mettre fin au conflit séparatiste qui déchire les régions anglophones du pays. D'ores et déjà, la plupart des leaders sécessionnistes refusent d'y participer. Blanche Sanou. J'ai décidé de convoquer. Dans son allocution du mardi dernier, le président camerounais Paul Biya a annoncé qu'il entendait convoquer un grand dialogue national pour tenter de mettre fin au conflit meurtrier entre des groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans l'Ouest. Pour l'opposition, la première condition est d'abord une amnistie générale avant toute discussion. Elle exige du pouvoir la déclaration d'un cessez-le-feu dans les 2 régions anglophones. Le président a annoncé que le dialogue sera présidé par le Premier ministre. Deuxième condition posée par les membres du Social Democratic Front, SDF, le dialogue doit être présidé par une personnalité neutre. Paul Biya a évoqué l'éventualité du pardon si certains séparatistes déposent volontairement les armes, mais il a mis en garde les groupes qui s'y opposeraient. Cette proposition s'est heurtée au rejet de la plupart des chefs séparatistes. Ils exigent purement et simplement le retrait de l'armée et de l'administration centrale des régions anglophones. Jeudi, l'un des plus influents leaders de la cause séparatiste, Julius Ayuk Tabé, a déclaré que ce dialogue était un non-événement. Une déclaration faite via son avocat de sa cellule d'une prison de Yaoundé où il purge une peine d'emprisonnement à vie. Ce dialogue, réclamé depuis le début de la crise, a toutefois suscité l'espoir de la communauté internationale et de certains Camerounais. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que ceux qui sont en brousse dans le maquis pour, n'est-ce pas, freiner le dialogue, puissent déposer les armes pour venir au dialogue. La France s'est réjouie de cette initiative du président Biya et a appelé à une large concertation des Camerounais. L'ONU a également salué le processus engagé et encouragé Yaoundé à ce qu'il soit inclusif. Au Zimbabwe, après plusieurs jours de tensions entre les autorités et la famille de Robert Mugabe sur son lieu de sépulture, les proches du défunt président ont finalement accepté qu'il soit enterré au champ des héros, un monument national de la capitale Harare, ainsi que le souhaitait le gouvernement. C'est l'annonce faite ce vendredi par Léo Mugabe, un porte-parole de la famille. Ce dernier n'a pas précisé à quelle date l'enterrement aurait lieu. Rappelons que Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour. Le président zambien Edgar Lungu a indiqué ce vendredi qu'il était déterminé à faire adopter une réforme de la constitution du pays, malgré les critiques de l'opposition et de la société civile qui dénoncent ce qu'elles appellent la dérive autoritaire du régime. Lors d'un discours devant le Parlement, M. Lungu a confirmé que le projet de loi déposé par son gouvernement serait examiné pendant la session parlementaire qui s'est ouverte ce jour. Le projet de loi en question renforce, entre autres, les pouvoirs du chef de l'État en matière de nomination des juges et des ministres et confie au seul gouvernement la charge du contrôle de la dette.
Au Mali, le gouvernement a pris ce vendredi de nouveaux engagements pour mettre fin aux rares mouvements de protestation suivis simultanément dans différentes villes par des habitants exaspérés par leurs conditions de vie et l'état de leurs routes. Bamako s'est engagé ce vendredi à commencer dans 6 mois au plus tard les travaux sur la route reliant Gao à Sévaré, dans le centre du pays, et à la capitale Bamako. Gao, la plus importante ville du Nord, a été l'un des foyers du mécontentement. Le gouvernement prend aussi l'engagement d'escorter à partir de lundi les bus empruntant cette route, théâtre d'attaques fréquentes. Quelques 7 millions d'électeurs tunisiens se rendent dimanche aux urnes pour élire leur président après la mort de Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier. 26 candidats, dont un magnat des médias en prison, s'affrontent donc lors de ce premier tour. L'instance en charge de l'organisation des élections met les dernières touches avant ce scrutin à l'issue incertaine. Le récit d'Abdourahmane Dia. Dans ce centre logistique de l'instance supérieure indépendante pour les élections, ISIE, les agents s'affairent autour du matériel électoral pour s'assurer que tout est fin prêt pour le scrutin de dimanche. Sur le territoire tunisien, nous avons 4564 centres de vote et 13 446 bureaux de vote. Chaque bureau de vote a une urne, donc c'est 13 446. Mais il y en a les stocks de sécurité un peu partout, donc c'est dans les 14 000. Pour un pays qui a été victime d'attaques terroristes depuis quelques années, la question sécuritaire est au cœur de l'organisation de cette élection. C'est l'armée qui sécurise les convois et qui sécurise les dépôts, le dépôt central et les dépôts régionaux. Pour le mouvement des matériels électoraux, pour être sûr qu'il n'a pas été ouvert entre les dépôts ou bien entre les dépôts régionaux et les centres de vote. Nous utilisons la technique simple des scellés. Tout est scellé. Dans les rues de Tunis, certains ont du mal à faire leur choix parmi les candidats. Je ne suis pas convaincu par aucun d'entre eux. Ils ont tous des antécédents différents. Il est difficile de différencier. On verra qui va sortir du lot, mais la confiance ne se donne pas. Elle se mérite. Le Premier ministre Youssef Chahed et le magnat des médias Nabil Karoui sont parmi les candidats les plus en vue. L'homme d'affaires, arrêté pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, devra rester en prison après le rejet de son pourvoi en cassation. Élection également ici aux États-Unis où les 10 principaux candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020 se sont affrontés hier à Houston. Au cours de ce troisième débat télévisé, Joe Biden, vice-président de Barack Obama pendant 8 ans, a souligné sa volonté de se servir des fondations du système dit Obamacare, un système qu'il a accusé les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders de vouloir détruire en instaurant un système de santé pour tous qui mettrait fin à l'assurance privée. Juan Castro, qui se trouve à la traîne dans les sondages, a reproché à Biden de rappeler son passé aux côtés d'Obama ou de s'en distancer à sa guise en fonction des circonstances. Au cours de ces débats, la question des armes a également refait surface. Partisan d'une restriction sévère des ventes d'armes dans un pays où la question divise profondément, Beto O'Rourke a lui expliqué vouloir confisquer les armes qui sont faites pour tuer des gens sur un champ de bataille. Et pour parler de ces débats, retrouvons à Houston Philippe Crowther de l'agence Associated Press. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à la suite de ces débats d'hier où l'on a vu certains grands thèmes refaire surface? Oui, absolument. Vous l'avez mentionné, la réforme de la santé ici aux États-Unis était déjà un des thèmes les plus importants pendant l'élection.
en 2016, en 2012, en 2008. Elle l'est encore une fois parce qu'il y a des points de vue très très divergents entre la partie, disons, centriste du Parti démocrate symbolisée par Joe Biden, l'ex-vice-président des États-Unis, et de l'autre côté, l'aile plutôt de gauche du parti symbolisée sur scène par Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, et ensuite la sénatrice Elizabeth Warren de l'État du Massachusetts. Alors Joe Biden, l'ex-vice-président, veut bâtir sur l'Obamacare du prédécesseur de Donald Trump et de son chef Barack Obama, alors que Warren et Sanders veulent plutôt une assurance maladie universelle payée par l'État fédéral, donc un système un peu plus similaire à ce qu'on voit en Europe. Voilà un des thèmes les plus importants qui a très clairement montré que ce parti démocrate est bien divisé en deux, entre l'aile centriste d'un côté et l'aile plutôt de gauche de l'autre côté. Un autre sujet que vous avez mentionné aussi, les armes, où il y a des points de vue aussi divergents, mais une volonté assez claire de créer des lois plus fermes contre l'utilisation des armes ici aux États-Unis. Voilà une divergence très très importante entre le Parti démocrate en général d'un côté et le Parti républicain et le président américain Donald Trump de l'autre côté. D'autres sujets importants qui n'ont pas été mentionnés beaucoup. Le climat, par exemple, seulement quelques minutes. La politique étrangère aussi a reçu seulement quelques minutes sur scène ici à Houston hier soir. Alors après ce débat de Houston, quelles vont être les prochaines étapes dans cette course à l'investiture au sein du Parti démocrate ? C'est une très très longue course qui nous attend toujours. On a vu hier ici à Houston, dans la Texas Southern University, le troisième débat, seulement le troisième débat parce qu'on attend encore 9. Donc un total de 12 débats entre les candidats démocrates. Un jour, on verra beaucoup moins de candidats sur scène. Il y a encore un mois, il y en avait 20 en total, 2 soirées divisées avec 10 candidats sur scène chaque fois. On est arrivé maintenant aux 10 candidats qu'on a vus hier soir. On verra peut-être moins dans les prochains mois. Le prochain débat aura lieu dans l'État d'Ohio, ce sera le mois prochain. Et ensuite, les premiers votes, parce que c'est la partie la plus importante, bien sûr, les premiers votes auront lieu dans l'État d'Iowa. Ce seront les caucus d'Iowa. Ce sera dans un peu moins de 5 mois. C'est à ce moment-là où cette élection pour un candidat démocrate va commencer vraiment. Alors, très rapidement, les perdants et les gagnants de ce débat d'hier? Alors, il n'y avait pas de gagnant très clair, franchement. L'ex-vice-président Joe Biden était au centre de la scène. Il se trouve aussi symboliquement au centre de ce parti démocrate. Il a été un peu attaqué par tous les côtés, du côté des autres favoris, mais aussi des autres candidats sur scène. Une soirée difficile pour Joe Biden, mais qui s'est défendu assez bien sur scène. Peut-être une bonne soirée pour lui, en fin de compte. On suivra cela, Philippe Crotter de l'agence Associated Press. Je vous remercie. La Grande-Bretagne restée figée sur le Brexit, mais de l'autre côté de la Manche, la France est très attentive. Elle teste de nouvelles mesures douanières ce mois-ci pour éviter d'éventuels obstacles ou en anticipant donc un scénario de deal ou de no deal, à savoir une sortie de l'Union européenne avec ou sans accord avec Bruxelles. Liane Bryant de la ville portuaire de Calais parle de l'impact potentiel du Brexit sur l'économie française. Le récit est d'Éric Manirakiza. Il est difficile de trouver une localité plus proche de la Grande-Bretagne que Calais. Dover, de l'autre côté de la Manche, est à seulement 40 km. Cela fait de Calais un pôle majeur du commerce bilatéral, transita par le rail et le ferry. Le Brexit préoccupe donc les commerces locaux. Hard Brexit ou pas hard Brexit, on continuera l'Angleterre parce que nous sommes aux portes de Calais et on ne peut pas vivre sans l'Angleterre. Pour anticiper sur le Brexit, le gouvernement français prépare déjà les esprits en embauchant des centaines d'agents supplémentaires des douanes. Paris a introduit des déclarations de douane et d'autres procédures en ligne pour les quelques 100 000 entreprises françaises commerçant avec la Grande-Bretagne. Les autorités affirment que les nouvelles mesures rationaliseront les contrôles des marchandises telles que les aliments et les animaux et faciliteront le bon déroulement des opérations, du moins en ce qui concerne ces contrôles douaniers. Tout cela témoigne de liens de longue date entre la région et la Grande-Bretagne, tant sur le plan économique que sur le plan historique. Le marché britannique est le troisième marché pour le nord de la France. Si nous avons un problème avec le marché britannique, cela aura peut-être des conséquences néfastes pour la région du Nord.
Une récente étude de la Chambre de commerce a révélé que les gagnants et les perdants d'un Brexit sans accord sont des entreprises locales. Les constructeurs automobiles basés en Grande-Bretagne peuvent venir ici, mais l'industrie du poisson et du tourisme peuvent en souffrir. Néanmoins, certains habitants de Calais sont toujours optimistes. Calais se prépare donc dans l'attente de la prochaine initiative de son voisin d'outre-Manche. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Albinisme peut être aussi synonyme de beauté. Nous verrons cela au Malawi où vient de se dérouler un concours fait spécialement pour les albinos. Nous mettrons le cap sur le Caire où la collection d'architecture islamique, peut-être la plus vaste et la plus éclectique au monde, est menacée. Et dans l'actualité sportive, il sera question de Didier Drogba et d'une excellente initiative de la NBA sur le continent africain. Le Malawi a abrité son tout premier concours de beauté pour les albinos dans la capitale, Lilongwe. L'association des personnes atteintes d'albinisme a lancé l'événement afin de lutter contre les mythes qui ont conduit à des attaques des albinos au Malawi et dans d'autres pays africains. Un reportage de Lamek Massina, le récit est de Blanche Sanou. Elles sont montées sur le podium du concours de beauté pour exprimer leur talent, mais surtout démontrer que l'albinisme peut être beau. Tour à tour, des candidates ont défilé dans de belles tenues lors de la première compétition au Malawi, un pays où ils sont confrontés à la stigmatisation et à la menace permanente. Je suis ici parce que j'ai déjà expérimenté la menace. Même quand je discute avec mes amis, ils ont souvent l'habitude de me dire que je suis similaire à de l'argent. C'est pourquoi je bénéficie toujours du soutien de ma famille. La dauphine du concours de beauté des albinos du Zimbabwe a exhorté les Malawites atteints d'albinisme à commencer à vivre au-delà de la menace. Refusez de vous définir en fonction du regard de la société. Ayez votre propre définition. Sachez de quoi vous êtes capable. Rêvez grand et toujours. N'arrêtez jamais. Des personnes atteintes d'albinisme au Malawi sont généralement attaquées en raison de fausses croyances selon lesquelles certaines parties de leur corps utilisées dans des potions magiques peuvent apporter chance et richesse. Selon les statistiques, plus d'une dizaine d'albinos ont été tués depuis 2014 et des centaines sont portés disparus. Les lauréats ont donc pour mission de joindre leurs efforts pour mettre fin à ces attaques. Mon objectif à partir de cet instant est de sensibiliser les communautés, en particulier les communautés rurales qui ont des attitudes négatives, des mythes et des idées fausses sur les personnes atteintes d'albinisme. Je m'engage à aider les personnes atteintes d'albinisme à avoir confiance en elles-mêmes, en leurs idées et en leurs talents. Les initiateurs du concours prévoient d'organiser cet événement chaque année. Albinos est belle donc. En Égypte, la ville historique du Caire est réputée pour abriter une collection d'architecture islamique dense,
peut-être la plus vaste et la plus éclectique au monde. Mais elle fait face à un avenir incertain et des bâtiments centenaires sont en train de s'effondrer à un rythme alarmant selon des architectes et des restaurateurs urbains. Les détails avec Arzouma Compaoré. Le quartier historique de Darb al-Labana, de 5 km², possède l'une des plus grandes collections d'architecture islamique au monde. Bien qu'il ait été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO, ces derniers temps, des inspecteurs gouvernementaux ont déclaré que de nombreux bâtiments vieux de plusieurs siècles risquaient de s'effondrer. Des restaurateurs et architectes professionnels comme Al-Habashi ont commencé une lutte visant à sauver les vieux bâtiments et protéger le patrimoine architectural de l'Égypte. Il est très difficile d'inverser ces ordres de démolition. Vous devez prouver la valeur de cette maison, la valeur à la fois historique et artistique, afin d'inverser leur classement comme maison en ruine. Chérif Abdelmegid, un promoteur hôtelier, a acheté 8 maisons historiques dans la colline de Darb al-Labana depuis 2007. Lorsqu'il a demandé l'autorisation de les restaurer, les autorités lui ont dit que 4 d'entre elles étaient sous le coup d'une ordonnance de démolition. Quand nous parlons des avantages de cette région, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas l'architecture de leurs ancêtres et de leur patrimoine. Nous avons un quartier qui a toutes les caractéristiques du patrimoine et de l'architecture islamique. Face à la difficulté de préserver ces joyaux d'antan, certains experts se tournent vers la pratique du fassadisme, qui consiste à démolir l'intérieur pour reconstruire un nouveau bâtiment tout en conservant la façade. Les démolitions détruisent un flux potentiel de touristes et de revenus liés au tourisme, qui ont rapporté à l'Égypte 1,6 milliard de dollars en 2018, selon les chiffres de la Banque centrale. Et comme à chaque fois, Yacouba Ouedraogo nous a rejoint. Yacouba, Didier Six est de retour. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, nous commençons donc avec cette nouvelle qui vient d'être confirmée. Le Français Didier Six est le nouveau sélectionneur du CELI national de la Guinée. Il remplace le Belge Paul Put, emporté par un scandale de corruption après la CAN Égypte 2019. Et puis, le mois dernier, il avait déjà fait part de son intérêt pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Les choses se précisent lors d'une rencontre avec des hommes d'affaires à Abidjan. Didier Drogba a affiché son ambition de présider la FIFA. Suivez. Tout est parti d'une simple question sur une probable future carrière d'entraîneur. Didier Drogba a confié que son ancien club de Chelsea lui avait proposé de revenir comme coach des Blues, une offre qu'il a déclinée car voyant plus grand. Et ma vision est plus grande que le simple rôle, entre guillemets, d'entraîneur. Un entraîneur, a un impact sur un club, sur les supporters, sur une équipe. Moi, l'impact que je veux avoir, c'est sur une nation. Le football ivoirien est dans l'impasse depuis le sacre à la CAN en 2015. Les éléphants ont été éliminés de l'édition 2019 dès les quarts de finale par l'Algérie. Drogba dit vouloir redynamiser le foot ivoirien. On peut apporter quelque chose en termes d'infrastructure, redynamiser le football, intéresser le public, parce que c'est aussi ça qui fait la force d'un championnat, et être compétitif, encore plus compétitif sur la scène internationale. L'élection à la présidence de la FIFA est prévue en fin d'année. Retraité des pelouses depuis fin 2018, Didier Drogba est devenu en juillet collaborateur du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Par contre, il a rejeté toute idée d'une potentielle ambition politique, à l'instar de l'ex-footballeur George Weah, devenu président du Libéria. Toujours sur le continent, la Ligue africaine des champions entame sa phase décisive ce week-end. Cette étape va déterminer les 16 qualifiés pour les poules de la compétition. 8 matchs sont à l'affiche ce samedi, dont les plus attrayants, Young Africans Zesco United, Génération Foot du Sénégal, Zamalek de l'Égypte, JS Kabylie contre Oria de la Guinée. Dimanche, on aura entre autres oppositions Al Nassr de la Libye, Raja de Casablanca. La SCK du Togo fera face à l'AS Vita Club de la RDC. La Santé Kotoko du Ghana jouera contre l'Étoile du Sahel. Les surprenants mauritaniens de Nouadhibou feront face au Wydad Casablanca. Elect Sport du Tchad défiera le champion en titre, l'Espérance de Tunis. Et Fossa Junior de Madagascar jouera contre le tout-puissant Mazembe de la RDC. La balle au panier. À présent, la finale du mondial de basket opposera l'Argentine à l'Espagne. L'Argentine s'est qualifiée pour la 3e finale de son histoire en dominant la France 80-66.
L'Albiceleste, titré en 1950 puis médaillé d'argent en 2002, affrontera dimanche l'Espagne qui a écarté l'Australie après 2 prolongations, 95 à 88. C'est le vétéran Marc Gasol, champion en titre NBA avec Toronto, a inscrit 33 points. Ce sera la 2e finale mondiale de la sélection ibérique, 13 ans après son sacre de 2006. On en parlait déjà hier, on met le cap sur le Maroc pour terminer. Je vous le disais tantôt, le groupe OCP, l'Office chrétien des chérifiens des phosphates et la National Basketball Association NBA ont noué un nouveau partenariat visant à élargir les programmes de la NBA Junior Afrique League au Maroc et sur le continent. Sabrina Hakim nous en dit plus. C'est dans la salle Omnisport de Ben Rir qu'a été lancée la Ligue Junior NBA. Un programme mondial de basketball pour les jeunes filles et garçons mené par la Ligue, ayant pour objectif d'enseigner les compétences fondamentales du jeu et développer ce sport au Maroc. Alors notre objectif, c'est de rendre le jeu accessible, que des garçons et filles qui ont de la passion pour notre sport aient l'opportunité de la pratiquer. Durant cette journée, les jeunes bénéficiaires de ce nouveau programme ont assisté à des animations avec des professionnels du basketball, notamment le champion du monde de dunk, Guy Dupuis. C'est surtout la présence de Ray Allen, superstar de la NBA, qui a marqué les jeunes. Ce qu'il nous a dit me donne envie de faire du basket. Ce que nous a dit le champion de basket m'a beaucoup touché. Je pense que grâce à eux, je vais aimer le basketball. L'OCP et la NBA ont permis de renforcer la présence du basketball au Maroc et d'appuyer l'idée que de futurs talents pourront émerger du continent. Il n'y a aucune raison que le Maroc ne soit à l'avant-garde du basketball en Afrique parce que vous avez des gens qui aiment le jeu, vous avez les ressources, les communautés où vous voulez. Prochaine étape pour l'OCP et la NBA Africa, un voyage au Rwanda pour lancer un programme similaire. Le but, faire du basketball un véritable levier d'émancipation de la jeunesse marocaine et rwandaise. C'est tout pour les sports. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Merci Yacouba, bon week-end à vous. C'est vendredi et voici peut-être une musique qui vous accompagnera tout au long de ce week-end. Il s'agit de la bande originale du reboot de Charlie Singers avec aux manettes un trio de femmes engagées, 3 américaines. Le clip de Don't Call Me Ingers a été dévoilé ce 13 septembre. On y retrouve donc les voix de Lana Del Rey, Ariana Grande et Miley Cyrus. Dans le clip du single, les 3 jeunes femmes se retrouvent dans un manoir. Cyrus s'adonne à la boxe. Del Rey améliore son lancer de couteau, tandis que Grande fait l'hockey. Porté par Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska, ce film est une réalisation d'Elizabeth Banks. On écoute. How'd that feel? Because it looked like it felt really good. That felt nice. Good morning, angels. Good morning, Charlie. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Demain est un autre jour. Bonsoir.